La filósofa y escritora marfileña Daniela Boni reflexiona desde las letras sobre la realidad de su país, el lugar de África en el mundo y los derechos humanos. Et comment la littérature nous aide à comprendre soit le présent et aussi penser à l'avenir? Pour moi, évidemment, pour tout le monde, c'est un langage qui permet donc aux humains de pouvoir s'exprimer, parce qu'on s'exprime de plusieurs manières. L'écrit, c'est un moyen très efficace d'ailleurs de s'exprimer. Et quand on s'exprime, c'est toute sa culture qu'on exprime. Et quand je dis toute la culture, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce qu'on a comme croyance, comme valeur, tout ce qu'on a appris aussi à l'école. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans certains pays comme le mien, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, on écrit en langue française. Ça peut être un problème, mais je pense que c'est un problème qu'il faut dépasser. Parce qu'on écrit avec ce qu'on a, les outils qu'on a. On écrit aussi, on peut écrire, mais est-ce que quelqu'un va nous lire? Pour la bonne raison que dans les pays africains, en tout cas, dans les pays africains, il y a un grand nombre donc, de personnes qui ne lisent pas les textes en français. Vous voyez? Donc, on peut dire qu'on peut parler de notre passé. On peut parler de notre présent dans nos livres. On peut parler aussi de l'avenir. Mais qui nous lit? Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Il faut se contenter d'écrire parce qu'on sait que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir discuter, par exemple, avec l'Occident, par exemple, avec ceux qui parlent la langue française. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Pour la bonne raison que même quand on dit qu'on parle à ceux qui donc, peuvent nous comprendre, à ceux qui peuvent nous lire, on se rend compte qu'eux aussi, ils ne nous lisent pas. Qu'est-ce que les jeunes d'Occident, vous venez de parler de ça, qu'est-ce que les jeunes d'Occident, de l'Europe, mais aussi des Africains, perdent quand on ne lit pas ce qui vient de l'Afrique? En Afrique, pourquoi on ne nous lit pas? On ne nous lit pas parce que, vous savez, il y a des problèmes de... Je sais que le taux d'alphabétisme par pays est très élevé. Et en plus, non seulement ils ne vont pas le lire, ils savent que même s'ils ont de l'argent, parce qu'on peut dire aussi que c'est un problème de pauvreté. Mais quelqu'un va avoir, je ne sais pas, 2000 ou 3000 francs CFA. Est-ce que vous pensez qu'il va aller acheter un livre avec? Il va d'abord essayer de se nourrir avec. Francophone, c'est ça qui fait que il est si difficile de pouvoir partager ce que nous avons à dire. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire au monde, pas seulement au monde francophone, mais quels sont les moyens que nous avons pour faire circuler ce que nous avons à dire? Je pense que c'est vraiment un problème très important. La literatura es una forma de contarnos y contar el mundo. Pero ¿a quién llega? ¿Quién lee los libros que se escriben en África? Romper el monopolio de los imaginarios sea quizás el único camino para hacer algo tan revolucionario como tratar a quienes viven en el sur como los seres humanos que son. On parle de l'Afrique, on pense à l'Afrique comme s'il était en réalité unique, non? Uniforme, homogène. Et dans quelle façon cette perception si pauvre du continent empêche un dialogue entre égales? C'est vrai que quand on parle de l'Afrique, on en parle au singulier, mais moi j'ai l'habitude de dire
qu'on devrait parler de l'Afrique au pluriel. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas monolithique. L'Afrique est très, comme on dirait, contrastée, c'est-à-dire, même vous prenez un seul pays, vous savez que le sud, c'est pas le nord du pays, c'est pas l'ouest, c'est pas l'est, parce que même dans un seul pays, les cultures sont différentes. Vous voyez, il y a une question de diversité culturelle. Bon. Et quand on parle de l'Afrique au singulier, c'est comme si c'est quelque chose qui n'avait pas de contenu. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse donner un contenu précis à chaque fois qu'on parle de l'Afrique. Est-il possible un avenir pour tous, juste, si on ne s'éloigne pas de ce qu'Occident propose comme modèle de vie? Comment composer des futurs plus justes et plus réels? Est-il possible de faire une réparation historique du peuple colonisé? Je crois que la question de la réparation, elle est un peu difficile. Moi, je me pose toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut réparer une dignité? Parce que ce qui nous est arrivé, c'est notre dignité qui a été niée. Est-ce qu'on peut réparer cela? Si réparation il y a, par exemple, de notre dignité, moi, je me dis que c'est toujours à nous de faire d'abord le premier pas. Et à nous de faire le premier pas, ça veut dire quoi? C'est de montrer justement ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de penser, ce que nous sommes capables de créer, la manière dont nous réfléchissons à nos propres problèmes. Mais ce n'est pas tout. On se rend compte que la plupart du temps, même quand on fait un premier pas, on ne nous voit pas. Je veux dire, il y a la question de l'invisibilité. Invisibilité. Parce qu'on ne nous voit pas. On ne sait même pas si on dit quelque chose. On ne sait même pas si on écrit. On ne sait même pas si on pense. Et il y a réparation à partir du moment où on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui existent, qu'on prend, on les considère comme étant des êtres humains. Moi, je pense que mon problème est à ce niveau-là. Est-ce que réellement l'Occident nous considère comme étant des êtres humains? À partir du moment où on va nous considérer comme étant des êtres humains, je dirais que oui, de ce point de vue-là, il y a un début de réparation. J'ai parlé de l'Occident, je devrais aussi dire la même chose de l'Orient, par exemple de la Chine. Los debates geopolíticos, las grandes proclamas sobre el futuro del mundo, las aseveraciones sobre la humanidad se hacen de espaldas a África, un continente inmenso y diverso que guarda en sí las heridas de la colonización y soporta los muy actuales golpes del neoliberalismo. Pero ¿cómo dialogar de igual a igual con aquellos a quienes se condena a ser una abstracción, despojados de una historia concreta, olvidando sus luchas pasadas y presentes, condenándoles a las afueras de la historia? Avant que la crise du Covid-19 devienne le plus central souci à niveau global, on était en train de s'inquiéter par les changements climatiques. En disant qu'on est en train de couper toute la forêt amazonienne, etc. Je ne sais pas si vous savez, mais pour l'Afrique, ça fait des décennies et des décennies depuis la colonisation. On est en train de couper toute la forêt. Ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, hein, c'est aussi en Afrique centrale. La grande forêt, par exemple, du Congo, au Gabon, etc. Pour la Côte d'Ivoire, ça, je le sais bien, puisque quand j'étais petite, je savais où s'arrêtait la forêt. Aujourd'hui, je ne sais pas où on en est, mais la forêt, elle est juste au sud. Et même, je sais que dans les forêts classées, on coupe les arbres, on coupe le bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il y a un déséquilibre du point de vue des écosystèmes. Et si on y fait, si on essaie de réfléchir, on se rend compte que cette histoire de COVID-19, et je sais que ce n'est pas seulement cela, il y a aussi beaucoup d'autres virus. Je sais que par exemple, même Ebola qu'on a connu aussi en Afrique il y a quelques années, vous savez, tout ça, ça provient aussi de tous ces déséquilibres-là. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire que la question sanitaire mondiale, elle est liée aussi à la question climatique. Laquelle question climatique, évidemment, est liée au déséquilibre, et comme vous le savez, aux différents déséquilibres des écosystèmes. Dans les pays africains, évidemment, peut-être que nous sommes un tout petit peu en avance, pour la bonne raison qu'on a eu beaucoup de maladies graves et que tout se passe comme si les gens étaient plus ou moins habitués. Par exemple, ici, vous voyez là, quand on est en Europe, dès qu'on dit confinement ou dès qu'on dit couvre-feu, tout le monde parle de liberté. Ah oui, parce qu'il ne faut pas toucher à la liberté des gens. Mais moi, je dirais qu'en Afrique, dans la plupart des pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, les gens sont quand même habitués à lutter pour se protéger parce qu'ils savent qu'ils sont pauvres. Il ne faut pas ajouter de la pauvreté à la pauvreté. Il ne faut pas ajouter la mort à la mort.